Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Bonjour Ben Mazuet. Bonjour Alexandre. Il faudra attendre 2011 pour que tu sortes ton premier album. Et donc là, on parle de difficultés. Parle-nous un peu de ces moments compliqués où tu sors ton premier album, rencontre pas parfaitement encore le grand public. Est-ce que tu disais que le succès allait être plus rapide que ça ou toi, c'était pas un sujet Déjà, je crois que j'avais pas du tout besoin d'avoir du succès. Wow. J'ai commencé, je pense, ça a commencé à exister mon projet musical le jour où j'ai fait un concert à la péniche El Alamein qui se trouve dans le 13e au pied de la BNF et c'était un 22 juin, donc le lendemain de la fête de la musique. On a fait ce concert parce que la dame qui tenait cette péniche qui s'appelait Geneviève me dit ok, écoute, viens jouer le 22 juin, on va jouer là-bas et il y a personne dans la salle, il y a vraiment personne, il y a 0 ticket vendu. Et du coup, je lui demande si je dois reporter. Elle me dit non, vas-y, joue quand même et tout. Faut imaginer cette Geneviève, c'est une dame sans âge, elle doit avoir 70 ans, elle a les cheveux noirs. Elle est, c'est une sorte de sorcière fée derrière son bar là comme ça, qui est extrêmement fumeuse et dans le sens fumeur du terme. Hein. Et elle me dit vas-y, non, joue quand même, joue. Donc on joue notre concert et on termine le concert, donc un concert très étrange parce qu'on jouait que devant Geneviève derrière son bar et elle nous dit c'est très bien ce que vous faites. Assez à la fin quand on est en train de ranger, elle nous dit c'est très bien ce que vous faites sans nous regarder. Hein. Vous reviendrez un samedi par mois, le deuxième samedi du mois, tous les samedis. Tous les deuxièmes samedis du mois, vous viendrez jouer. Et donc elle nous dit ça, et après on vient jouer là tous les deuxièmes samedis du mois. Et au fur et à mesure, tous les deuxièmes samedis du mois, il y a des gens qui viennent, puis il y a de plus en plus de gens, puis à la fin il y a un public correct. Alors c'est pas des salles pleines, mais il y a largement ce qu'il faut pour s'amuser et pour ressentir du plaisir à jouer. Et donc du coup, à partir de là, moi en fait, c'était très bien. Et après, je faisais que poursuivre mon projet musical comme je pouvais, avec des partenaires que je pouvais. J'ai eu une proposition de maison de disque. Moi, j'ai pas des maisons de disques qui se sont embrouillées pour me récupérer. J'en ai eu qu'une seule, donc c'était pas très compliqué de choisir. Voilà, Columbia. Ensuite, on a fait un premier album. Et ce premier album, parce que justement, tu voulais me parler de ce premier album. Effectivement, il a absolument pas rencontré le succès. Alors que c'est vrai que tu rentres dans une maison de disques, t'as tout un cortège de gens qui te disent, qui te prédisent le meilleur, et donc tu te dis ah bon, ça va être à ce point-là, putain, c'est incroyable et tout. Et en fait pas du tout. Ils disent ça évidemment à tout le monde, et ça me dérangeait pas du tout de pas rencontrer le succès. J'étais pas gêné par ça. On continuait notre bonhomme de chemin, ça progressait, c'était bien. Explique-nous, parce que ça intéresse évidemment une partie des gens qui nous écoutent, c'est les coulisses. Comment ça se passe quand Columbia vient te voir, ils viennent te voir sur un concert, c'est un agent ou tu as un agent. Raconte-nous un peu le dessous. Alors tu me dis, c'est pas comme si tu avais 56 non, qui se battaient pour toi. Oui. Quand même, tu peux nous expliquer comment ça se passe à ce moment-là ? Bien sûr. Et donc je rencontre quand je fais mes concerts les deuxièmes samedis du mois là, je rencontre une fille, une copine une amie de mes parents, qui s'appelle Fanny et qui est en reconversion professionnelle, qui doit avoir la trentaine et qui me dit j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ta musique et tout, qui habite à côté de Nice et qui me dit pourquoi je t'aiderais pas à faire éclore ce projet, alors qu'elle vient pas du tout de là. Elle vendait des maillots de bain sur la plage et puis après elle s'est mise dans la com. Donc voilà, elle en avait marre de son métier dans la com, elle est partie et puis elle m'a dit vas-y, on va essayer quelque chose, on essaye ensemble. On avait aussi essayé de rallier un truc qui s'appelait le Chantier des Franco. Les Francopholies, ils organisent un truc qui s'appelle le Chantier, qui est à destination des artistes qui veulent un peu se essayer, et c'est génial le Chantier des Franco parce qu'ils t'apprennent à te professionnaliser et puis ils te mettent en première partie d'un artiste confirmé aussi au Franco dans des conditions géniales. Donc il y a plein de petites structures comme ça, donc c'est des grandes structures qui aident, et donc nous on faisait beaucoup appel à ces structures de la collectivité pour nous aider à faire exister le projet. Et donc du coup j'ai jamais vraiment eu la sensation que ça allait durer 6 mois, puis tu sais, j'étais là
je me disais que j'étais là pour longtemps. Enfin, j'avais pas de problème. Ouais, voilà, ça prenait le temps que ça prenait. Je voyais je voyais de temps en temps pour qui il y avait un grand succès d'un coup. J'avais pas l'impression que c'était non plus la panacée. Donc, je me disais que c'était cool ce qu'on faisait. On allait à droite à gauche. Il y a plein de structures. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelait les Chantapart. C'était génial. C'était un énorme collectif de gens qui reçoivent des chanteurs chez eux. Et tu vois, c'est une grande association. Il y a du public qui vient. T'es payé. Et puis tu fais genre une douzaine de dates. Tu vas jouer chez les uns, chez les autres. Tu rencontres des gens. Incroyable. C'est génial. Et donc Columbia, ils viennent à quel moment? Ils viennent quand ils te voient jouer première partie d'Anis ou... Columbia, non, ça vient bien plus tard. Ça vient parce que j'ai encore un prix de la collectivité qui s'appelle le FER, qui est un prix qui dépend directement du ministère de la Culture, là, pour le coup, et je crois, et qui, eux, sont en charge, ils ont un petit pool d'artistes, tous les ans, M est passé par là, Christine and the Queen est passée par là, pas mal d'artistes qui sont passés par là. Quelques bons. Et tu reçois de l'aide structurelle, et donc là, la dame qui s'appelle Claude Guyot, qui s'occupait du FER, elle me dit, mais t'as pas de maison de disque? Je dis non. Elle me dit, attends, je vais appeler ce gars-là, ça pourrait l'intéresser. Et ce gars-là, c'était Philippe Gandillon, qui est donc un directeur artistique de chez Columbia, qui a dit, ah tiens, moi ce projet m'intéresse, rencontrons-nous. On s'est rencontrés et il m'a fait une proposition pour signer chez lui. Il faut imaginer que c'est très rare parce que d'habitude, pour signer dans une maison de disques, souvent il faut séduire plusieurs directeurs artistiques de plusieurs boîtes différentes pour qu'ils aient la sensation de devoir te signer, sinon tu vas partir dans une autre crèmerie. Ouais, là, il y avait aucune crèmerie qui était intéressée. Donc du coup, c'était très audacieux de sa part de me proposer quand même de signer. Oui, t'avais envoyé tes maquettes à d'autres maisons de disques? J'avais envoyé. J'ai eu des rendez-vous incroyables où les gens me disaient, me recevaient pour me dire, on ne sait pas quoi faire avec votre musique. J'ai dit, mais si vous savez pas quoi faire, pourquoi vous me recevez? Enfin, à quoi ça sert? J'ai mis du temps, moi, à me trouver musicalement, de toute façon, puisque je faisais pas beaucoup de studio. Je faisais vraiment que de la scène. C'était ça qui me plaisait. Donc, le fait de faire que de la scène, le studio, peut-être que ça marchait pas très bien. Puis j'avais peut-être une manière de parler de mon projet qui était pas forcément très réussie. Je leur en veux pas d'être passé à côté de moi. À l'époque, c'était pas compliqué de passer à côté de moi. Je voulais qu'on parle du processus de création pour tous les artistes ou ceux qui veulent se lancer ou qui écrivent. Tu peux nous parler un peu de ce processus de création qui est très Ben Mazuet? D'où tu tires ton inspiration? J'écris avec ce que je vis, avec ce que je vois et avec ce que j'imagine. C'est à peu près les trois. T'imagines aussi autant? Tu mettrais un tiers parce que quand je dirais c'est peut-être pas un tiers, mais en tout cas, c'est les trois grands leviers, quoi. Par exemple, j'ai fait une chanson qui s'appelle L'Homme Modeste, qui est une des premières chansons que j'ai écrites, qui parle de ces gens qui ont pas besoin d'être très expansifs dans la vie et qui malgré tout ont confiance en eux. Et ça parle d'une seule personne. Je décris quelqu'un dans le premier couplet, puis après je fais le refrain, puis je continue à le décrire dans le deuxième couplet. Et en vérité, dans le deuxième couplet, c'est une autre personne, mais je les ai matchés. Voilà, je les ai mis ensemble parce que pour moi, ils font partie de ces gens modestes, tels que je les imagine. Et ça demande un peu d'imagination de relier deux personnes entre elles pour en faire qu'une seule. Mais c'est issu de l'observation, c'est-à-dire je regarde, parfois je retrouve des schémas de comportement un peu identiques chez plein de gens et du coup ça me permet de déceler quelque chose qui va pouvoir faire un début de chanson parce qu'il y a un trait de caractère que je trouve commun chez plein de gens. Voilà. Ça c'est de l'observation, après il y a un peu d'imagination, puis il y a évidemment aussi le vécu. Ouais, bien sûr. Ah, pas mal. Bien sûr. Il y a pas mal de vécu quand même. Oui, il y en a pas mal, mais je m'oblige pas à raconter l'exactitude de mon vécu. C'est pas le projet. Il faut que ce soit juste sincère, en fait. Ça doit résonner, en tout cas. Résonner, voilà, c'est ça. Mais on n'est pas obligé de dire la vérité quand on est un artiste. Tu veux dire que tu peux l'embellir? C'est une phrase de Gérard Jugnot, je crois, qui disait les artistes sont des menteurs qui disent la vérité. Et j'aime bien cette phrase. Moi, je trouve c'est un peu ça ce que je fais. C'est-à-dire que parfois j'utilise le jeu, mais c'est pas toujours pour parler exactement de l'exactitude de ma situation. Quelle était la chanson la plus difficile à écrire? Celle qui m'a pris le plus de temps, je pense que c'est Quand je marche. Quand je marche. Quand je marche, j'ai fait une première version de Quand je marche que j'ai pas gardée, mais qui m'a déjà pris un temps fou à écrire. Espèce de titre, je voulais faire un truc hyper à la Elton John, tu vois, vraiment un truc comme ça, tu vois. Tu vois, un truc comme ça. Et du coup, je voulais que cette pêche-là, d'Elton John, que je trouve, il a une espèce de pêche quand il joue. Enfin, c'est un truc de fou.
Et ça marchait pas. Et je trouvais quand même malgré tout que le thème était bien. D'habitude, dans la vie normale, j'aurais abandonné. Mais je voulais vraiment qu'il existe dans mon album un titre qui parle de marcher. Donc j'ai pas lâché. Ça a fait des jours et des jours à travailler sur une chanson, ce qui au bout d'un moment est pénible pour tout le monde. Et un jour, le pianiste, il a joué cette harmonie de piano là. Et c'est venu d'un coup. Et donc, t'écris, quand toi tu composes le piano avant les paroles avant le piano, comment ça se passe chez toi? Tu vois, c'est très différent à chaque fois. C'est différent à chaque fois. Mais là, sur Quand je marche, il y avait le piano et je suis arrivé dans son bureau, il jouait ce piano-là, je me suis assis, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit le truc d'un coup. En une fois. Ça a pris 20 minutes. Et question, est-ce qu'il est plus facile, encore une fois, question qui pour toi, même tu te poses même pas, mais pour nous, c'est intéressant de savoir. Il est parfois plus facile de composer, d'écrire quand t'es heureux, quand t'es malheureux. Est-ce que tu as vu avec ton expérience que parfois tu avais une énergie positive qui venait d'un moment, d'un instant? Ou ça dépend aussi? Déjà, je trouve que être inspiré, ça arrive, et c'est toujours un moment très heureux. Enfin, c'est très agréable. Alors d'ailleurs, c'est une belle contrepartie aux grands moments de tristesse, parce que parfois ils peuvent être source d'inspiration qui donnent une forme de plaisir. Donc être inspiré, déjà, ça provoque une forme de bonheur. Parfois, moi, j'écris sans être inspiré. Ça m'arrive aussi. Et il y a des trucs pas mal qui sortent aussi de ça parfois. C'est possible. On n'est pas obligé. S'il y en a une qui a bien fonctionné sans être inspiré? Une chanson? Je sais pas, parce que ça m'arrive tous les jours maintenant, parce que j'écris tous les jours, tu vois, c'est devenu mon métier, donc d'écrire sans être inspiré, c'est important. Je pense que quand t'écris que lorsque t'es inspiré, c'est parce que c'est pas ton métier, en fait, donc quand ça devient, c'est très bien. Je trouve ça très bien, hein, mais moi, ça doit me venir plus souvent que quand ça me vient. 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, donc on arrive sur ton 3e album, on est bientôt au 4e, La Femme Idéale. Cet album est récompensé d'un disque d'or. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, ça y est, j'ai franchi une première belle étape? C'était super, le disque d'or, mais il est arrivé super tard, le disque d'or. Il est arrivé au bout de 2 ans et demi. Ouais, tu sais, c'est un peu les bienfaits du streaming, c'est-à-dire que les albums, ils continuent à générer voilà, des ventes, des équivalents ventes, pendant assez longtemps dans leur existence. Et donc, le disque d'or est arrivé bien après, même après la fin de la tournée, donc peut-être 2 ans et demi après la sortie de l'album. Donc, c'était plus... C'était pas le marqueur d'une étape par rapport à cet album. C'était en tout cas une immense joie, d'avoir un disque d'or. C'était vraiment une grande joie. Ça m'a fait beaucoup de joie. Ton dernier album sort un peu plus tard, puisqu'il sort à peu près au moment où tu as justement ce disque d'or. Cet album qui s'appelle Paradis, qui est sorti en 2020. Parle d'un sujet loin d'être paradisiaque, la rupture avec ton ex-femme, entre autres. Sur cet album, plusieurs collaborations, Anaïd Rosam, Poupie, Jérémy Frérot. Ouais. Comment tu choisis ces featuring d'ailleurs? Ça dépend. Jérémy, oui, c'est vraiment un ami. C'est une chanson qu'on avait écrite ensemble pour son album à lui. Très belle chanson d'ailleurs. Donc du coup, c'était marrant de faire traverser la chanson qu'elle traverse des albums. Anaïd, je cherchais une comédienne chanteuse et je la suivais sur Instagram, je la trouvais vraiment brillante, donc je lui ai proposé parce que je trouvais que ça pouvait marcher. Elle m'a dit oui. Et Poupie, là, pour le coup, je cherchais une chanteuse, je cherchais une virtuose, j'avais besoin de exactement ce profil-là. Donc là, c'était vraiment la musicienne Poupie que j'allais chercher. Et elle a accepté, et donc c'était parfait de chanter avec elle. Donc à chaque fois, c'est différent. Tu écris pour de très nombreux autres chanteurs, donc écoutez bien, Axel Red, Frérot de la Vega, Pomme, Patricia Cass, Arcadian, Benjamin Sixou, ou évidemment Grand Corps Malade. J'en oublie certainement d'autres. Ils sont tous ceux-là, je me suis pas trompé. C'est bon, ouais. Il y en a d'autres que j'ai oubliés peut-être. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, je pense. T'es toujours visible quand tu écris? Des gens, tu peux être invisible pour écrire pour eux, ou à chaque fois ils te demandent d'être visible en tant que... C'est-à-dire visible dire ton nom mon nom, il importe peu, ouais. Il importe peu. Ah oui. Est-ce qu'il y a une différence majeure quand tu écris pour quelqu'un d'autre que tu écris pour toi? Est-ce que tu dois te mettre avec un autre état d'esprit? Déjà, écrire pour d'autres, c'est vraiment super, parce que tu occupes un autre poste dans un projet musical que celui de chanteur. Donc c'est très agréable. Ça fait respirer la plume en plus, parce que tu te mets pas les mêmes obligations. Tu es au service d'un projet qui n'est pas le tien. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis d'accord moi, je suis d'accord. J'essaye d'écrire pour d'autres quand je sens qu'on s'entend bien et quand je sens que le projet est sain. Là, j'ai envie d'essayer.
Et aussi quand j'ai l'impression que je peux apporter quelque chose. Parfois, j'y comprends rien. Et donc, quand c'est le cas, j'écris, et puis souvent ça marche pas. Et puis, à force d'écrire pour d'autres, je sais pas, les 15 premiers artistes pour qui j'ai écrit, il y a aucun qui a pris une chanson, puis un jour, il y en a un qui en a pris un, et puis là, je me suis dit, ok, donc en fait, le ratio, c'est 1/15. Bon, bah, c'est parti, quoi. Et donc, c'était ça a toujours été à peu près ça. Le ratio, il est dur, ce ratio, quand même. Ouais, il est dur, ouais. Waouh. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, en même Est-ce temps, qu'il y a des gens pour lesquels tu as refusé d'écrire? non, il y a des gens pour qui j'arrive pas à écrire, parce que je comprends pas leur musique, ça me parle pas, et du coup, j'arriverai pas à écrire, ou il y a des gens où je sens que le projet, il est pas sain, et ça va pas marcher, ouais, ça peut arriver. Ouais. Et quel est le texte, quelle est la chanson que t'as préféré écrire, que t'aurais aimé même toi chanter? Il y a une chanson sur l'album de Jérémy, le dernier là, qui s'appelle La Mer, que j'aime beaucoup, qu'on a écrite ensemble. J'aimerais bien la chanter, mais c'est pas foutu. Faut que tu demandes à Jérémy. Je pense que j'avais écrit une chanson pour Céline Dion. Waouh. Première fois que j'écris une chanson pour quelqu'un, j'ai écrit une chanson pour Céline Dion, parce que je savais qu'elle cherchait des chansons. Chanson qu'elle a bien évidemment pas prise, je n'ai bien évidemment même pas écoutée. Mais je l'aimais bien, cette chanson aussi. Ça, tu pourrais la reprendre. Oui. Elle s'appelait comment? Je sais plus son nom, tiens, il faudrait que je la... C'est ta déterre. Tu as fait ça pour le prochain concert, je serais ravi de l'entendre. Les concerts, on en parle, c'est quelque chose où tu es d'être né sur scène, tu racontes des histoires, tu emmènes les gens qui sont dans la salle. Moi, je t'ai dit, évidemment, je suis fan, mais je suis venu un certain nombre de fois te voir sur scène. Fabien, notre pote commun, donc alias Grand Corps Malade, dit, et je le cite, sur scène, il nous emmène, il nous balade. Surtout, il est drôle. Ça, c'est assez vrai. Tu te prépares spécifiquement avant de rentrer sur scène? Est-ce que, là, nouveau, c'est les coulisses. Est-ce que des choses que tu fais, que tu as l'habitude de faire, tu marches du pied droit, tu t'embrasses quelqu'un, tu penses à rien, tu donnes un coup de téléphone? Est-ce qu'il y a un truc spécifique? Ah oui, c'est très protocolaire. Très protocolaire. Ah oui, globalement, la vie en tournée est assez protocolaire. C'est une routine. Et je pense que pour que ça fonctionne, étant donné le volume des dates qu'on fait, il faut que cette routine, elle soit respectée. Moi, depuis que la tournée a commencé, depuis le 2 juin, j'ai une vie quand même assez monacale. Hein. Ça a l'air d'être le grand fun, mais en fait, c'est très sérieux. Donc, moi, ça passe par... Le matin, je cours tous les matins. Justement pour m'affranchir d'une partie du track. Je pense que ça épuise le track quand même de courir. Et ensuite, juste avant de monter sur scène, disons 3/4 d'heure avant de monter sur scène, je repasse mes habits. Ça me détend et c'est bien. Ensuite, je les enfile. Ça aussi, ça me prend du temps. Pourtant, ça a pas l'air, j'ai pas des robes très compliquées, hein, mais ça me prend pas mal de temps, ça aussi. Et après, je fais des exercices de chant à la con, et ensuite je retrouve tout le monde, peut-être un quart d'heure avant de monter sur scène. Là, on m'équipe, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'équipements à mettre sur le corps. Là, donc là, on est déjà dans les coulisses. Avant, on est en loge. Là, on est dans les coulisses. Là, les deux musiciens font pas mal de blagues légères. En fait, ils mettent un maximum de légèreté à ce moment-là. Et puis après, on se colle front contre front, tout le monde. Et quand tous les fronts contre front ont été collés, là, on y va. Bonjour Mathieu Chédid. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien quand je suis là. C'est vrai qu'il y a une bonne... C'est vrai quand le temps se ralentit d'un coup, là. Ça fait du bien. Tu as beaucoup de collaborations, tu as fait beaucoup de musique de film. Tu as commencé, je crois que c'est la première justement, avec ton pote Guillaume Canet, Ne le dis à personne. Ouais, c'est ça. Celui-là, ce que tu dis, c'est justement là, pour le coup, ça a été plus rapide que n'importe quel album. Oui. Parce qu'en 4 heures, c'est ça. Tu l'as fait. C'est que, en fait, effectivement, Guillaume m'appelle un jour. J'étais en train d'écrire des chansons pour Vanessa Paradis à ce moment-là. Divine Idylle. Et Guillaume m'appelle en me disant, écoute, on vient de me planter pour la musique de mon film. J'aimerais beaucoup que tu la fasses toi. Et j'aimerais juste beaucoup de guitare. Et alors je lui dis, écoute, c'est gentil, on se connaît pas très bien, merci d'avoir pensé à moi, mais sincèrement, j'aurais jamais le temps, donc une autre fois avec plaisir. Donc on raccroche comme ça, et 10 minutes après, Guillaume me rappelle. Il fait, tu sais quoi, je réfléchis, t'es sûr que t'as pas un peu de temps? Et là, tout d'un coup, j'ai un petit éclair, je pense, parce que j'avais été très marqué par ce film Dead Man de Jim Jarmusch, tu sais, musique de Neil Young, qui avait fait ce truc qu'avait fait aussi d'ailleurs Miles Davis pour Ascenseur pour l'échafaud. C'est-à-dire, on met un écran, on met le musicien face à l'écran, il découvre le film et il improvise. Et ça, c'est un peu fantasmatique. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi, je te propose un délire, je suis pas du tout sûr du coup, mais je regarde ton film une fois, tu vois, et si ça m'inspire, on va dans mon studio, tu me le remets, et puis je te fais la musique en direct.
Alors évidemment, on est tous, tu sais, ça c'est la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on était là surexcités. Guillaume, en plus, il a vraiment ce truc de transmettre l'excitation. Donc il se frottait les mains, comme ça, il crie comme ça, il est toujours très excité. Donc je voyais son enthousiasme qui est très porteur. Et puis donc j'ai vu ce film qui était très prenant et tout. Je lui dis écoute, tu sais quoi, on essaye, on verra bien. Donc on va dans mon studio, il me remet le film. Je l'ai à côté de moi comme un espèce de commentateur de son propre film. Et on me plaît, tu vois. Et il me dit attention, alors là tu vas voir, ça va arriver, là, la scène arrive, là c'est maintenant, tu vois. Et puis là j'avais une guitare baryton, c'est une guitare avec un peu plus grave qu'une guitare normale. Un petit sampler où je pouvais me sampler en direct, c'est-à-dire que ça permet de superposer les sons et d'inventer un arrangement en direct. Et effectivement, on a eu cette folie totale, c'est-à-dire de ne jamais arrêter le film et de faire cette musique en direct avec Guillaume qui me faisait quelques trucs. Et il y a juste un moment c'est assez joli, c'est la poursuite sur l'autoroute comme ça, où là je pars dans un truc un tout petit peu de suspense, tu sais, parce qu'il y a la tension, il y a toute la police qui le suit, il est en train de courir au milieu de l'autoroute, et là, c'est la seule fois où il arrête. Là, il stop, il m'arrête, il me dit non Mathieu, tu vois là, ce qui est important, c'est pas les flics qui courent après lui, c'est pas cette tension-là qui est importante, c'est lui, il court pas parce qu'il a les flics au cul, il court parce que il veut retrouver sa femme et son amour. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc il remet la scène, et là je pars dans un truc plus romantique. Et voilà, c'est la seule fois où on a arrêté le film. Ça, tu l'as refait. T'as essayé de le refaire ou justement tu t'es dit ça se fait qu'une fois? C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est de remiser à chaque fois, c'est-à-dire se dire bon, on l'a déjà, ça c'est fait. Donc et bon, en plus le truc, l'ironie du sort, c'est que tu sais quand les producteurs ont vu le film avec la musique, était en plus, tu sais, souvent les copies de travail, ils te mettent la musique en mono, ça sonne pas super. Pas terrible. En plus, ils entendent un seul instrument un peu arty comme ça. Les mecs ils étaient effrayés. Ils ont été voir Guillaume, ils ont dit mais tu veux qu'on perde tout notre public avec ça, c'est impossible. Donc ils lui ont dit tu changes cette musique immédiatement. Et donc Guillaume était persuadé que c'était bien. Donc il a pas cédé. Donc il a dit écoutez, moi c'est ça où je sors pas le film, lui il peut être de nul comme ça. Et donc effectivement on a sorti le film, l'ironie du sort, ça c'est un peu pour se la péter, mais on a eu le César, les victoires de la musique et tout ça, enfin c'était dément parce que c'était unique, parce que justement c'était une espèce d'audace totale. Revenons sur ce premier album, c'était pas loin de pas très bien se passer quand même, hein. C'était pas évidemment des grandes salles et tout, mais sur scène ça se passait toujours très bien. Super. Ouais. Alors même s'il y avait pas grand monde, hein, il y a même des concerts où on allait dans la rue en demandant aux gens de rentrer dans la salle parce qu'il y avait 10 personnes dans la salle, les premiers concerts évidemment, mais quand même il y avait un truc qui existait sur scène, tu vois. Et le disque, imagine-toi qu'à l'époque j'en avais vendu peut-être 5000, ce qui était un four absolu, alors qu'aujourd'hui ça commencerait à être pas mal. Le succès. Mais peut-être pas un succès, mais tu vois, ça a changé l'industrie. Le monde du a disque. changé. C'est cette chanson que tout le monde connaît parce que tu la joues souvent encore et elle plaît toujours autant, Maki Sador. Alors l'histoire réelle, c'est vraiment que ton responsable du label était trop macho. C'est vrai. C'est ça, hein, un Italien macho. Ils prennent un petit peu, c'est ça? En fait, simplement, il la trouve pas super cette chanson parce que ça. Enfin, il comprend pas trop l'humour du truc. Mais c'est normal. Luca C'est Minchillo. l'italien. Ouais. D'ailleurs, le père a son âme parce qu'il nous a quittés d'une manière assez. Que je l'ai perdu de vue avec le temps, mais enfin bref, c'était une histoire un peu trouble. Mais donc ce côté macho, lui, il comprenait pas en fait. Il comprenait pas, et puis il m'a dit ah non, ça tu peux pas faire ça. Et puis en fait, j'étais convaincu depuis le départ que c'était la chanson à sortir et il voulait pas le faire. Et donc ça a été toute une histoire, mais jusqu'à ma sœur qui a presque produit le clip. L'a financé parce que la maison de disques voulait pas donner trop d'argent pour. Et Laurence Twitou, donc était la directrice du label. Tu sais, en plus, pour moi, c'était extraordinaire. J'étais chez 2 labels qui étaient le label d'Erita Mitsuko, des Négresses Verses, d'Ayam. C'est sûr qu'il te parlait quand même pour ton premier album, c'était la classe. C'est pas mal, hein, quand même. C'était beau. Donc c'est pour ça que. Et elle a juste dit un truc, sans y croire une seconde, mais elle a dit par contre, il faut que tu fasses de la danse dans ce clip. Donc on avait juste ce petit brief là. Mais d'où elle pense à ça? D'où elle dit il faut de la danse, c'est quand même fou. Parce que tu sais, j'imagine que c'est l'époque un peu de. Mais c'est quand même assez bien pensé, hein. Parce que c'est vrai. Et là, on s'en souvient tous. Je pense que tout le monde a vu ce clip-là. C'est ça. En 99, tu sors ton deuxième album, Je dis M, qui contient de nombreux succès. Je dis M, Onde sensuelle, Monde virtuel. Je dis M fait partie des chansons cultes. Ta voix est exceptionnelle, donc. Alors ça, j'ai du mal à y croire, tu vois encore. Toi, tu crois pas? Ouais. Ah, putain, tu me dis qu'encore aujourd'hui, t'as du mal à y croire. Vraiment. Tu peux pas savoir, mais c'est vraiment pas un faux machin. J'assume complètement le côté, tu sais. D'avoir une voix singulière, et ça c'est ça qui me plaît vachement, mais dire que je suis bon chanteur, ça il y a une différence entre les deux. C'est dingue. Ça, et moi, ça,
Ça me fascine ce que tu me dis. Ouais, mais c'est pas de la, tu vois. Non, c'est pas de la fausse modestie, ça je le sens et je le sais. Donc auditrices, auditeurs, nous n'aurons pas... Ah, si tu veux, je peux essayer. Tu peux essayer genre, je dis aime et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine, je la jette. Je dis Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je chante comme je joue de la guitare. Ouais. C'est-à-dire que je chante comme on fait du blues, tu sais. Et quand j'ai pas la guitare, c'est comme si j'avais pas les repères du chant. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Collaborer avec beaucoup d'artistes, je vais en citer quelques-uns. Évidemment, Johnny Hallyday, ça, c'est certainement un moment, même si oui, c'est quand même la légende absolue. C'était rigolo, parce que ça, je peux en parler 2 secondes, parce que c'était... 2011, je crois. Ouais, c'est ça. C'était sûrement, je pense, le disque le plus grand échec commercial de Johnny Hallyday, c'est cet album, je crois. Parce qu'en fait, Comment tu l'expliques ? Alors, je l'explique de façon très claire. Parce qu'il y a encore... Si, parce qu'en fait, d'une certaine manière, honnêtement, je pense qu'il y a un truc... On a fait cet album dans une désinvolture totale. On a écrit l'album en 2 semaines et demie avec des potes. On a été l'enregistrer à Los Angeles, vraiment à l'ancienne, comme un trio digne de Jimi Hendrix. On enregistrait tout en direct. Il y a des moments de musique et de voix de Johnny qui sont peut-être dans ses meilleurs moments de musique. Franchement, je vous le conseille, genre un morceau comme Guitar Hero. Il y a quand ça envoie, putain, c'est un truc de fou. Par contre, on a écrit les textes comme ça, hyper à l'arrache. Enfin, il y avait ce truc de liberté où il y avait... Parce que moi, j'avais tous les mecs, les maisons de disques et tout. Moi, j'avais dit à Johnny, tu sais, j'avais pas forcément envie de faire ce disque avec lui, sachant que j'avais pas cette culture-là. Il a vachement insisté, et puis j'ai adoré le mec. Mais c'était un peu honteux d'en parler comme ça, parce que j'avais un respect fou pour lui, mais j'avais pas forcément une envie de faire ça. Ouais. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, un peu comme j'ai fait avec Guillaume, genre on se fait un délire, on fait un album comme ça, et puis par contre moi, tous les trucs, je lui parlais comme ça, tous les trucs véreux là de maison de disques, des mecs que je vois autour, moi ça m'intéresse pas, sinon je me barre direct. Donc c'est où on le fait tous les deux là comme ça avec les potes, ou moi ça m'intéresse pas. Et ça, il a aimé que je lui parle comme ça parce qu'il a vu que c'était vraiment sincère. Et donc en fait c'est le disque le plus libre que Johnny était au taquet pour ce album. Le plus grand échec. Et le plus grand échec, parce qu'évidemment, c'était pas du tout l'attente ni des professionnels, ni de personne. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tant mieux, c'est pas grave. Moi, je cherchais pas à faire des succès. Pour Johnny, on parlait des Beatles tout à l'heure, t'as fait le fils, parce que t'as été une collaboration avec Sean Lennon. Ouais, t'as fait Oxmo Puccino, t'as fait Thomas Bangalter des Daft Punk, ça aussi, c'était... c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. C'est un peu une bande de copains, tu vois. Je l'ai connu plus ou moins bien, tu vois, au début. Donc, on se suit depuis des années. Et c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que lui, il me disait, tiens, tu veux pas... On pourrait faire des trucs des fois ensemble, si tu veux. Et moi, il me disait ça au moment où il venait de faire de Get Lucky et tout. Je lui dis, mais... Et moi, je suis impressionné. Ouais. Et plus que ça, je suis un peu gêné. Tous les gens qui sont extrêmement sollicités, je sais pas, je me sens pique-assiette de tout d'un coup bosser avec ces gens-là. Donc, en général, ça me titanise. Et donc, je disais, ouais, non, t'inquiète pas, et tout ça. Donc, je refuse. C'est pas que je refusais, mais tu vois, il y a un jour, il m'a un peu engueulé. Il m'a dit, mais Mathieu, pourquoi tu veux pas, sois simple un peu, arrête tes conneries. Donc, c'est comme ça qu'on a fait 2 morceaux ensemble et c'était un bonheur. À quel moment tu dis, tiens, cette chanson-là, c'est moi qui vais la porter, c'est quelqu'un d'autre qui va la porter? Écoute, en fait, en général, ça part essentiellement de la musique, une chanson. Il y a des exceptions, mais tu composes à chaque fois? C'est la plupart du temps quand même, ouais, presque à chaque fois. Ouais. Presque à chaque fois. Parfois, sur le dernier album, par exemple, est-ce qu'il y en a que t'as pas composé? Non, par exemple, tu vois, sur Fellini, la chanson Fellini, j'ai repris des simples. J'ai repris en tout cas la mélodie de Mozart sur un passage, tu vois, et c'est ça qui m'a. En fait, l'histoire est simple, c'est que mon fils de 3 ans à l'époque avait un petit synthé d'enfant, tu sais, et il y a des chansons programmées parfois. Et à un moment, j'entends tu vois, ce truc-là de Mozart. Et je me dis, mais c'est dément pour faire une chanson. Et donc, c'est pas, je suis parti de ça. Tu vois, c'est des inspirations. Mais en général, la musique, ouais, on va dire que j'ai du mal à retrouver des moments où j'ai pas fait la musique. Ou, par exemple, un autre truc, j'avais fait L'Autre Paradis. Et c'est là Thomas Bangalter qui m'a aidé à la finir de la produire. Donc, il m'a aidé un peu à changer des petites choses, tu vois. Mais, et en parole, justement? En parole, c'est là où c'est différent. C'est que les paroles, c'est où ça vient, plus ou moins, où j'ai une vision, où j'ai un concept, où j'ai une idée. Ou alors j'en ai pas. Et dans ce cas-là, j'ouvre des fois
là, par exemple, ce jour-là, j'ai ouvert au hasard le livre de ma grand-mère, les poèmes de ma grand-mère, et je suis tombé sur ce poème qui a rencontré la mélodie. Parce qu'à la plupart du temps, c'est quand même les paroles d'abord, et on peut un peu comme une musique de film. Mais ce qui fait d'ailleurs que je suis pas non plus, comment te dire, que je suis un peu à côté de la tradition de la chanson française, c'est qu'il faut être très clair, en France, c'est les paroles, et la musique vient presque en second. Moi, c'est le contraire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai un public, que tout est un peu étrange dans ma façon de faire, parce que on l'entend que c'est la musique et les paroles qui viennent. Enfin, alors après, j'espère que les paroles ont un intérêt et tout, mais ils sont pas. Je cherche pas à mettre au centre le texte forcément. Cet album sorti à ce jour, je vais pas les faire à chaque fois parce que je serais ravi de passer 5 heures avec toi, mais on les a peut-être pas, ni toi ni moi. Donc Jeudi M, on les a déjà évoqués. Kill nous deux, la chanson qui est aussi très connue, Mystère Mystère, Il, L'être infini et Rivalité. On parlait des paroles tout à l'heure. Il y a une chanson que j'aime beaucoup dans ton dernier album, c'est La langue des oiseaux. J'ai creusé. Et on parle d'alchimie. Mais qu'est-ce que l'alchimie ? Donc, je vais débriefer un petit peu. Tu as eu un moment une rencontre avec quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Patrick Burensteinas. C'est ça. Auteur conférencier dans le domaine de l'alchimie. Et donc, tu regardes cette conférence, Naissance et Renaissance. Tu peux, pour nos auditrices auditeurs qui ont peut-être du mal à comprendre le concept d'alchimie, expliquer ce qu'est l'alchimie. Et puis, après, si tu as 5 secondes, soit pour nous donner ou nous le chanter comme tu veux, les mots qui veulent dire beaucoup de choses. Non, écoute, effectivement, c'est un monde, en fait. C'est-à-dire que je suis tombé, une amie un jour, c'était à l'époque où je faisais la tournée de la famille Chédid, tu sais, cette tournée 2015, familiale qui était aussi assez puissante dans le genre émotionnel. D'ailleurs, dans ces années-là, tu as eu cette tournée-là, très importante. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'était touchant. Et donc, après un concert à l'Olympia, je crois, il y a une copine qui m'envoie cette conférence d'un alchimiste. Alors là, à cette époque-là, je me dis conférence d'alchimiste, ça me fait pas rêver, je sais même pas trop ce que c'est. Et puis un soir, dans le bus, tu sais, tu dis, bon, je vais quand même regarder 2 secondes. Le truc durait 2h40, j'ai pas réussi à décrocher jusqu'à la fin de la conférence. Scotché, quoi. Et donc, j'ai une rencontre, quoi, avec cet univers, en fait, et cet homme aussi qui m'a vraiment marqué et qui m'a fasciné. Et la vie a fait que par cette même personne qui m'avait envoyé ce mail, elle me l'a fait rencontrer quelques mois plus tard et on est devenus assez amis parce qu'on avait un monde en commun quelque part. Parce que c'est quoi l'alchimie ? C'est l'art royal, c'est le grand art, c'est le grand œuvre, tu vois. C'est ce qu'ils disent de grand œuvre. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'art de la transmutation. Qu'est-ce que la transmutation ? C'est l'idée non pas de transformer, mais de transmuter, c'est-à-dire de changer même l'essence même des choses et d'arriver à ce que... Alors c'est évidemment cette espèce de mythologie, tu sais, de transformer le plomb en or, mais en fait, d'une certaine manière, c'est la métaphore de transformer la prose en vers, c'est-à-dire d'arriver à... Quelque chose en fait, l'image, c'est quelque chose de moyen, de quelconque, mais même en quelque chose de beau. Plus que moyen, de chaotique. De chaotique. Tu vois, même de vil, quoi, de mauvais en bon, presque, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose, et c'est autant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle on est, que par la musique, tu vois. Ou alors, typiquement... les concerts, tu vois, les gens arrivent dans une certaine énergie dans une salle et ressortent dans une autre énergie. C'est une transmutation. Après, c'est infini. Hein. On peut en parler très longuement parce que c'est fascinant. On va faire un podcast que là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Il n'empêche, pour continuer sur la langue des oiseaux. Pourquoi la langue des oiseaux ? La langue des oiseaux était la langue effectivement employée par les alchimistes, qui était une langue codée, tu sais. Sifflée et en même temps avec cette espèce d'art des mots. Par exemple, quand ils entendaient les mots avaient une signification secrète, tu vois. Et dans la mort, pour eux, ils entendent immédiatement l'âme hors du corps. Tu vois, c'est l'âme qui sort du corps, donc c'est l'âme, la mort. Dans naître, la naissance, naître, ils entendent la négation de être, non-être. Parce qu'ils s'aperçoivent que dès le moment où on est, on n'est plus dans l'être, on est dans le paraître. Et etc. Et donc c'est infini, c'est persévérer. Percez et vous verrez. Quand on persévère, en fait, on finit par comment dire, on est dans des couches un peu d'inconscience comme ça et on les perce les unes après les autres. C'est comme ça qu'on peut voir. Premier couplet, c'est ça. Tu peux même pas chanter. Attends, parce que tu sais que je l'ai pas chanté depuis longtemps. Je te le dis, c'est pas mal. Bien sûr. Une alchimie soudaine dans ces notes qui s'enchaînent, une pensée mélodique portée par la musique. L'inspiration sécrète, l'essentiel du sens et du son, une vibration discrète dans les mots, l'émotion. Tu sais, la langue des oiseaux est comme celle des anges, quand le sucré et le salé se mélangent. Ce ne sont pas de vulgaires allusions,
ni de rimes étranges, parce que ça les déprime, ça les dérange, mes anges. Persévérez, percez et vous verrez toutes ces choses que l'on ne peut plus voir. L'air a changé, l'heure a sonné, derrière ces voiles illusoires. T'as un album que tu préfères ? En général, ce qui est plutôt bon signe, c'est que l'album que je préfère est celui que je vis. Ouais. Parce que c'est parce que je suis un fils du présent et que j'aime, tu vois, vivre l'instant. On parle de scène, de bêtes de scène. Comment tu te prépares ? Là, à nouveau, nous, on ne sait pas ça, tu vois. On n'a pas rarement 10 000 personnes ou 5 000 ou 2 000 qui nous attendent. T'as encore le trac ? Alors, le trac est manifesté d'une certaine manière. Mais j'ai envie de te dire, malheureusement, non. Parce qu'en fait, je trouve ça super, le trac. Ouais. Et des fois, quasiment ça plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand c'est le début, il y a beaucoup d'incertitudes, j'ai le trac de me dire, ça peut tout foirer, même si aujourd'hui, j'attends l'erreur aussi, j'aime bien l'erreur, parce que je sais que quand un truc foire, je vais pouvoir jouer avec, tu vois. Est-ce que parfois, je t'entends, parfois je me dis, tu poses beaucoup de questions. Oui. Alors que moi, je te vois évidemment. Alors, évidemment, tu as tellement travaillé ces concerts, ces albums, que ça paraît facile, alors que tu t'es posé des milliers de questions en amont. En fait, tu sais quoi, c'est toujours pareil, c'est que c'est un peu très taoïste. J'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était un disciple qui venait voir son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai enfin appris la musique. Enfin, j'ai enfin oublié la musique. Et c'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, l'oubli est associé en fait, il faut travailler beaucoup pour l'oublier. Et c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses. Bonjour, encore malade. On parle de toi souvent comme un expert SMO, c'est-à-dire que tu arrives à faire des phrases exceptionnelles. Est-ce que, voilà, sur le personnel, ta maman est bibliothécaire, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu avais un amour des livres ? Je peux imaginer, enfin moi j'imagine que peut-être que est-ce que tu lisais beaucoup ? Ou pas ? Non, pas du tout. Non, ma mère se tirait les cheveux d'ailleurs parce qu'elle trouvait que je lisais pas assez. Alors attention, j'ai un bac littéraire. Bon, c'est surtout à défaut parce que j'étais nul en maths. Mais en tout cas, voilà, j'avais cette petite capacité en français. J'aimais bien la langue française, mais j'étais pas un féru de bouquins, pas de littérature, pas de poésie. Après, le sens, le goût des mots, il m'est vraiment venu par la chanson. Et moi, j'étais un fou grâce à mes parents qui m'ont élevé à Brassens, Ferrat, Brel, Barbara, Renaud, beaucoup évidemment. Et puis après, dès le début des années 90, à Saint-Denis, on était un peu pionniers, le rap français. Et moi, voilà, très vite, NTM, Solar, Oxmo, Ayam, etc. Et moi, c'est vraiment un mélange de tout ça qui m'a nourri. Un mélange entre la variété française, la très belle chanson à texte, Aznavour évidemment, et puis le rap français. Et du coup, j'ai toujours eu, moi, mes potes, ils m'appelaient le disque dur. Je connaissais un nombre de chansons par cœur incroyable. Mais après, je savais pas que j'étais, à ce moment-là, en tout cas, capable d'en écrire. Mais en tout cas, ça m'a nourri. J'ai un peu des automatismes qui viennent. J'ai eu tellement de mots dans les oreilles et j'en ai chanté ou slamé ou rappé tellement à l'époque que voilà, je sais que ce goût, il m'est venu plutôt par l'oreille que par la lecture. Alors, pourquoi le slam ? Parce que c'est le slam qui m'est tombé dessus, vraiment. C'est-à-dire que là, je sais plus, j'ai 26 ans peut-être. Et je veux pas du tout être artiste. Alors, ça fait 6 ans que j'ai eu mon accident. Je suis en train de me reconstruire. Je fais du marketing sportif au Stade de France. Est-ce que c'est vrai que tu t'es fait virer là-bas ? Ouais, je me suis fait virer. Ça ne me passionne pas. Alors, j'aime beaucoup le sport, mais après, je me rends compte que voilà, le sport, c'est que, enfin, dans un lieu comme le Stade de France, c'est surtout l'antre de l'argent. Et bon, c'est pas ce qui me plaît le plus dans le sport. Donc bon, voilà, je fais ça un peu parce qu'il faut bien travailler. Et puis bon, c'est quand même pas le lieu le plus horrible pour travailler. On est dans le Stade de France, j'assiste aux plus grands matchs, etc. Mais bon, à aucun moment j'ai envie d'être artiste. Et puis un jour, je rentre dans un petit bar où il y a une soirée slam. Je suis mon pote Jackie qui a perdu un pari et qui doit slammer. Alors le slam, je connais 2 noms. Il y en avait d'ailleurs à Saint-Denis. J'avais passé ma tête une fois sans trop m'arrêter. Et puis là, pour la première fois, je m'arrête dans ce bar. C'est un petit bar, place de Clichy. Et puis pendant 2 heures, je prends une claque. Je vois des gens incroyablement talentueux avec des textes drôles, durs, touchants, enfin une énorme variété de gens aussi. Il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, un milieu plutôt populaire. C'est pas des gens qui roulent sur l'or, mais il y a un peu de tout. Et là, pendant 2 heures, j'entends des gens, et en plus, là, ça m'a marqué, qui se revendiquent poètes. D'un seul coup, souvent dans leurs textes, ils parlent de « je suis poète, poésie, machin ». Moi, pour moi, poésie, c'était un mot un peu ringard. Wow. Tu vois, je savais pas que, tu vois, Verlaine et Rimbaud. On est en 2003 à l'époque. Je savais pas qu'en 2003, on pouvait se revendiquer poète en étant en jean basket dans un bar. Et ça m'a marqué. Et j'ai eu envie de participer.
Donc j'ai participé, c'était une scène mensuelle, je suis revenu le mois d'après avec 2 textes que j'avais écrits, et puis j'ai été bien accueilli, et puis j'ai senti que ça marchait bien. Tu peux te souvenir de ce premier texte? Ouais, le premier s'appelait Cassiope. Alors, tu peux me le faire là? Je l'ai pas fait depuis plus de 15 ans. Ben, c'est là. Donc ça a commencé par une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que j'ai pas maîtrisée. Je saurais pas aller beaucoup plus loin. Où voilà, c'est souvent les premiers textes, ils sont tu vas chercher des trucs un peu au fond de toi, et je parlais de cette nuit de l'accident. Et moi, j'ai eu mon accident dans une piscine en plein air, et on était au mois de juillet, il y avait des étoiles au-dessus, et la veille de mon accident, il y a un pote animateur qui connaissait bien les constellations et qui me disait, tiens, tu vois le W là, c'est Cassiope. Et du coup, le lendemain, j'ai cet accident, et donc j'imagine que Cassiope assiste à l'accident. Et puis à un moment, il y a une discussion avec lui, je me plains un peu, et puis Cassiope, il me secoue, il cite Nietzsche. Cassiope cite Nietzsche, c'est important. Sur tout ce qui ne te tue pas ne rend plus fort. Et il dit voilà. Il est poète aussi, Cassiope. Donc du coup, voilà, ce premier texte, je le fais dans ce bar, et puis j'ai un bon accueil, et puis j'en fais rapidement un autre qui s'appelle Saint-Denis. Je crois que c'est le mois d'après. Donc Saint-Denis, celui-là, je pourrais vous le citer. Vas-y. Alors... Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clans. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En 1 heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yugo et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à 2 pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu Alexandre, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renois qui font toi aussi là, Kao Café là, ma fille. Voilà, je pourrais. Donc Saint-Denis, c'est un de mes premiers textes que j'ai fait beaucoup. Donc là, on avance. Tu parlais de ta rencontre avec Jean Rachid à ce moment-là. Donc en 2006, tu décides de mettre tes textes en musique. Tu sors ton premier album, donc Midi 20. 600 000 exemplaires vendus. À quel point le regard des autres a changé? Donc, ils te voyaient en tant qu'handicapé, parce que c'est visible, puisque tu es aujourd'hui avec une canne. Ça a été quoi t'as eu vraiment un changement? Non, t'en as toujours, hein, évidemment, 2-3 qui te rappellent alors que t'avais pas appelé depuis 10 ans et tout ça arrive, mais sinon, j'ai pas vu trop de changements parce que pour le coup, j'ai pas changé du tout d'environnement. C'est-à-dire que, j'ai continué à habiter à Saint-Denis, j'ai continué à fréquenter les mêmes potes, j'ai pas du tout fréquenté les soirées un peu showbiz, machin. Donc, du coup, le regard des gens autour de moi était plutôt bienveillant, ils m'ont suivi, les yeux émerveillés comme les miens de voir tout ce qui m'arrivait, mais j'ai pas vu trop de... Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu penses que c'est parce que tu n'as pas changé toi-même que, donc, les autres ont pas forcément, les regards des autres ont pas forcément changé. Je pense que ça joue parce que souvent, puis imagine si tu pars pendant 1 an et puis que tu deviens très connu et puis que tu reviens, tout le monde te regarde avec des grands yeux, tiens. Ouais. Mais moi, je suis pas parti. Moi, j'ai continué à faire jusqu'en 2010, j'ai animé des scènes slam dans mon petit bar en bas de chez moi, au Café Culturel de Saint-Denis. Donc 4 ans après le succès, donc les gens me voyaient toujours tout le temps. Donc c'était Fabien Marceau. Donc voilà, pour eux, j'étais resté Fabien. Ouais. Et, question sur tes textes justement. Tes textes ont une spécificité, c'est qu'elles font rarement appel à l'imaginaire. Alors, tu parlais de poésie tout à l'heure. Justement, la poésie souvent va un peu dans une dimension qui est une dimension plus lointaine. Il y a une raison à ça? Est-ce que justement t'as pas cette imagination ou est-ce que juste toi tu veux parler quelque chose qui parle? Ouais, alors peut-être les deux. Peut-être j'ai pas cette imagination, ce côté un peu, je sais pas. Le côté un peu rêveur, le côté un peu qui va au-delà de la réalité. Moi, il y a 1000 façons de définir le slam, mais une de mes manières à moi, c'était de dire que j'aime bien c'est de la poésie de proximité. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de la vie de tous les jours. Et je revendique qu'on peut être très poétique en parlant de choses très très terre à terre, de bouffer un merguez frites sur un banc sous un réverbère, ça peut être très poétique. Tu peux le raconter de plein de manières. Et du coup, voilà, c'est de rendre un peu poétique ce quotidien-là, mais en essayant de mettre le doigt sur des choses vraiment très concrètes. Et moi, j'adore quand des petites réactions de gens me disent ah là là, t'as tellement raison. Attends, mais quand tu dis ça, mais j'ai l'impression que tu parles pour moi. Voilà, donc c'est pas très, on n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas dans l'onirique, du concret. Mais en tout cas, j'espère que c'est une poésie qui parle aux gens, quoi. Dans cet article, c'était dans Ouest France, tu disais quand je parle de moi, je parle de tout le monde.
Ouais, exactement. Il m'arrive des choses incroyables, mais sinon, je reste un être humain très lambda. Et dans mon quotidien, c'est vrai que les gens t'aiment, je pense. Je suis absolument comme tout le monde. Et surtout, je pense que cette phrase-là aussi, c'était pour parler des textes qui marchent le mieux ou qui touchent le plus les gens. C'est-à-dire que si tu essayes de faire une grande généralité sur ce qu'est l'amour, etc., avec des grandes définitions, notamment un peu oniriques, etc., tu vas pas forcément toucher les gens. Par contre, si toi, tu racontes ton histoire d'amour, là, un des derniers textes d'amour que j'ai écrit s'appelle Dimanche soir. Voilà, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme et d'un seul coup, au bout de 10 ans, je lui dis, voilà, ça fait 10 ans et voilà, au bout de 10 ans, que la passion est encore là. Et il y a absolument rien de ma vie privée, mais c'est quand même un texte perso. Ou alors quand j'écris pour mon fils un texte mon fils va naître et un texte qui s'appelle Définitivement, c'est un texte ultra personnel. C'est moi qui parle à mon fils qui naît dans 3 mois et j'imagine ce que ça va être et donc c'est un texte très perso. Et ben c'est ceux-là qui sont finalement le plus universels et c'est ceux-là où tout le monde me dit j'ai l'impression que tu as écrit pour moi. Et vraiment. Donc je me suis rendu compte de ça. Plus tu vas faire un texte perso où tu vas sortir un petit peu des trucs de tes entrailles, plus les gens vont avoir l'impression que tu leur as parlé à eux. Ça fait partie sûrement des plus belles choses de ce métier, c'est les retours que tu as. Ouais. Et là, sur Dimanche soir, mais même sur les réseaux sociaux, je vois combien de centaines de fois j'ai reçu des photos de couples qui s'embrassent ou qui fêtent leurs 10 ans de mariage et qui citent des passages entiers du texte parce qu'ils se l'approprient complètement. C'est leur texte, quoi. Donc, là, tu sais que ça me donne envie de te demander de nous faire quelques lignes de Dimanche soir. Ça, c'est possible. Je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Vas-y. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ses changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes 2 mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans, c'est tellement long. Puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme, mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapprochés et que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Waouh. Parlons de l'industrie musicale, qui a donc, quand tu vendais 600 000 albums, aujourd'hui, le monde a changé en 10 ans, on parle pas en 100 ans. Hein. Moi, je suis arrivé vraiment à la grosse transition. C'est-à-dire, je suis arrivé les 2 dernières années où on vendait vraiment des albums physiques. Donc aujourd'hui, comment tu vois justement le monde pour les auteurs, pour les artistes comme tu es? Est-ce que donc c'est le monde du streaming forcément? Comment tu l'appréhendes, ce monde qui a été bouleversé en 10 ans? J'ai l'impression que tout le monde se cherche encore un peu sur le nouveau modèle économique. Les maisons de disques sont un peu dépassées, sont un peu en panique. Le streaming, et je suis bien placé pour le savoir, reste assez flou pour nous, d'un point de vue concret, d'un point de vue argent. Les retombées financières des streamings restent un peu floues. On n'a pas encore bien compris. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on touchait quand on vendait des albums physiques. Donc moi, de toute façon, je le vois, ce monde artistique, comme depuis le début, je le vois sur scène. Et aujourd'hui, c'est sur scène que les artistes gagnent le mieux leur vie. Et ça tombe bien parce que c'est là où on fait notre métier. Et c'est moi ce que je préfère faire. Donc bien, l'important, voilà, on peut dire, tiens, c'est un peu triste, on vend moins d'albums, etc. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de consommation de musique de toutes les générations. Et puis voilà, l'important, c'est d'aller faire vivre nos textes en face des gens, les partager yeux dans les yeux avec un public. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'instantanéité, d'un monde où on parle beaucoup de ce qui se passe plutôt demain. Toi, tu mets en valeur importante dans tes textes la nostalgie. Et ça m'a aussi intéressé de me dire, mais comment c'est possible que Fabien puisse avoir autant de succès et être vu comme moderne en mettant toujours en avant la nostalgie? Il y a plusieurs manières de voir la nostalgie. Il y a une manière, un peu une manière, on va dire, aller négative, de se dire c'était mieux avant, ça me manque, j'aimais bien cette période et je suis moins bien maintenant. Et puis il y a une manière, j'ai l'impression, positive de dire j'ai eu ce passé-là, j'aime ça, j'ai vécu ça m'a nourri et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et du coup, c'est plutôt sur la force de ses racines et de son passé qui fait ce que tu as fait aujourd'hui. Et à la fin d'Acouphènes, je dis, toutes
ces acouphènes, c'est-à-dire tous ces bruits de mon enfance, etc., qui me trottent encore dans la tête, je dis, ça crée un rythme, une mélodie qui font danser mon présent. Et en fait, c'est ça, cette nostalgie. C'est une nostalgie, pas du tout qui me plombe le moral, mais au contraire, c'est une nostalgie qui me dit, ouais, j'ai vécu ça a fait ce que je suis aujourd'hui, ça m'a donné cette force, et aujourd'hui, ça me permet d'avancer. Donc, cette nostalgie, c'est aussi, tu vois, si on ouvre un peu la porte, c'est aussi de dire, dans un pays, ne pas oublier son histoire, quoi. Et qu'un pays, il avance encore mieux quand il connaît son histoire et son passé. Ben, moi, à ma petite échelle, c'est un peu ça. J'avance encore mieux et j'ai l'impression que je suis plus serein quand je me rappelle d'où je viens, quoi. Bonjour Martin Solveig. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu as été très clair avec tes parents en leur disant mon métier sera dans la musique et en particulier je serai DJ? Est-ce que tu l'as expliqué comme ça aussi rapidement ou ça a pris un peu de temps? Je l'ai verbalisé définitivement à 18 ans. J'avais une sorte de deal plus ou moins tacite avec mes parents. Le deal, c'était tant que tu fais des études et que ça marche bien dans les études, à côté, tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai eu un bac C la dernière année. L'année d'après, il est devenu bac S. Et je me suis inscrit dans une école pour préparer les concours d'ingénieur du son. Et à ce moment-là, j'avais commencé déjà ma petite histoire parce que j'achetais en fait des vinyles dans une boutique des Champs-Élysées qui s'appelait Champ-Disque à l'époque, qui était dans une galerie dans laquelle se servaient tous les gros DJ parisiens, du Queen, du Palace, des grands clubs. Et donc, je passais un peu ma vie là-bas. Et j'en ai donc rencontré un certain nombre, dont David Guetta. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. En fait, je faisais des mixtapes, je faisais des cassettes audio que je donnais à tous les DJ pour leur dire voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire. Et puis de fil en aiguille, je remonte pas tout le truc, j'ai réussi à mixer au Palace à 18 ans. Et donc à faire le set d'ouverture. Raconte-nous ce premier set. C'est quoi le moment que tu arrives sur scène? C'est que tu penses jouer ta vie à ce moment-là? T'es stressé? T'es mort de peur ou pas du tout? Je me retrouve au platine. Il est 11h45. Le club ouvre à minuit. Je pose la première aiguille sur le vinyle, puisqu'à l'époque on jouait des vinyles. Et je me rappelle très bien, j'ai eu le sentiment de faire décoller un Boeing 747. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi j'avais l'habitude de mixer sur des petits systèmes, sur une paire d'enceintes ou un truc comme ça, ou dans ma chambre. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé sur un système absolument énorme. Et en fait, la sensation que j'ai eue à ce moment-là était inimaginable. Et j'avais le bras qui tremblait tellement que en fait, j'avais besoin de prendre mon bras gauche pour tenir le bras droit. Mais si, tellement je tremblais, j'arrivais pas à poser l'aiguille sur le vinyle. Et le set s'est hyper bien passé. J'avais invité mes 4 ou 5 meilleurs amis à venir avec moi. Même si on n'était pas majeurs, moi j'avais 17 ans, certains peut-être l'étaient. Enfin, on était à la limite, ça allait. C'était vraiment quelques mois avant mes 18 ans. Et donc, je m'en souviens quand même assez bien. Et le set s'est hyper bien passé. Et c'est en fait sur ce set que David s'est dit, bon, bah, lui, il a l'air sympa, il a l'air bon. Je vais lui proposer de faire des trucs. Et très vite, parce que c'est assez marrant, au cours de l'année et demie qui a suivi, j'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle les warm-ups, c'est-à-dire les opening sets, les sets avant que le DJ principal ne commence. En gros, entre minuit et 2h du matin. Et en fait, les 2 premiers, ça s'est bien passé. Le 3e, ça s'est mal passé. Parce que quand on est jeune, on est passionné par la musique et puis on a un peu la tête dans le guidon, donc on fait un peu moins attention au public et en fait le 3e set, j'ai fait un set qui était beaucoup trop pointu pour l'audience du Palace. Et David, ça lui a pas du tout plu parce que justement l'objectif du mec qui fait l'ouverture, c'est de vraiment chauffer pour que ce soit bouillant pour la star qui va commencer à 2h. Et pendant 6 mois, je l'ai appelé une fois par semaine et je lui disais vas-y David, donne-moi un set et il voulait plus en fait. Il voulait plus, il me répondait plus. Et j'avais tout à fait compris pourquoi parce que j'avais d'une certaine manière mal fait mon job et que je m'étais un peu pris pour un cador et évidemment c'était pas du tout ce dont David avait besoin à ce moment-là. C'est très drôle maintenant qu'on se connaît bien de repenser à ça. Et donc la fois où par le jeu du
le mec qui faisait d'habitude était malade, le troisième était absent ou machin. J'ai eu une fenêtre, j'ai eu une opportunité. Et quand elle s'est présentée, je peux te dire que là, j'ai dit bon, les gens, je vais les casser. et ils vont tellement s'éclater que David me dira tu viens et effectivement c'est ce qui s'est passé. T'as 21 ans et là tu fais ton premier succès qui est un grand succès, enfin, qui tu vas me dire aujourd'hui c'est un petit succès par rapport à ceux que tu as connus par la suite, mais à 21 ans c'est un énorme succès parce que tu vends 10 000 vinyles de ce titre qui est Out of Africa. Pour te donner un peu aussi une idée des écarts, parce que c'est quand même pas inintéressant, même si c'était un peu après quand même, je pense, puisque voilà. Et pour te donner une idée de la mesure du talent des Daft Punk, qui sont vraiment dans une autre galaxie, il faut vraiment que les choses soient très clairement dites à cet instant. Les Daft Punk ont sorti leur premier vinyle en 95. C'était un vinyle double face qu'ils ont sorti volontairement sur un label écossais pour des histoires compliquées dans lesquelles je rentre pas, qui s'appelle Soma. Et il y avait juste écrit Daft Punk, d'un côté Rollin' and Scratchin' et de l'autre Daft Punk. Alors 2 titres emblématiques, qui sont devenus 2 titres emblématiques de leur premier album Homework. Et c'était ce maxi. Et donc il n'y avait pas Around the World. Et les mecs, dans mon souvenir, avaient vendu 80 000 vinyles. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'avais fait un hit en vinyle, un beau hit, voilà, j'en avais vendu 10 000 et les mecs en avaient vendu 80 000. C'était des chiffres qui n'existaient pas. L'industrie du vinyle, elle est faite d'une certaine manière à l'époque et en gros, quand t'as un maxi qui marche à peu près, t'en fais 1000. Quand t'as un qui cartonne, t'en fais 5000. Et quand t'as vraiment un gros truc, t'en fais 10 000, tu vois. Et là, les mecs en ont fait 80 000 et là, ceux qui n'avaient pas encore pris la mesure se sont dit, OK, il y a un truc qui est en train de se passer. Pour toi, le côté international, quand t'as 21 ans ou quand t'as 18 ans, c'est une obligation dans ce monde-là? Tu imagines tout de suite que tu vas aller jouer à l'international ou tu dis je veux déjà bien faire en France ou... Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de frontières. C'est-à-dire que les musiques électroniques auxquelles j'appartenais n'avaient aucune frontière. Et en fait, très souvent, on ne connaissait même pas forcément la nationalité de tel ou tel artiste, de tel ou tel DJ producteur. C'est un style de musique avec lequel tu voyages hyper facilement. Et en fait, mes premiers sets internationaux que j'ai fait suite à la rencontre avec Bob Sinclair et avec le projet Africanisme auquel j'ai participé, qu'on a fait ensemble avec d'autres artistes. Mes premiers sets internationaux, je devais avoir 22-23 ans par là. Et c'était en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Espagne. Donc pas trop loin. En Europe, principalement, enfin uniquement. Mais en revanche... il y avait pas d'idée de là ça se passe en France ou ça se passe, enfin tu vois, il y avait pas le côté la distinction entre, de toute façon on était dans un monde international complètement. Il y a un projet sur lequel tu vas travailler qui est un projet considérable parce que tu as travaillé assez longtemps sur ce projet-là, c'est qu'il est ce projet avec une des plus grandes artistes interprètes contemporaines qui est Madonna. Donc là aussi, c'est son équipe, son manager qui t'appelle, c'est son. Vous partagez le même. Comment ça se passe ta collaboration avec elle? Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné chez elle? Alors l'histoire avec Madonna, ça se passe comme dans les films, c'est-à-dire que le timing est fatal, absolu, génial. C'est-à-dire que je viens 3 ou 4 mois avant de sortir Hello. Qui est devenu de loin mon plus gros succès international depuis toujours. Donc il y a une dizaine d'années, quasiment jour pour jour. Et donc effectivement, Guy Ozeari, que je connaissais pas du tout à l'époque, m'appelle, appelle mon manager de l'époque et voilà, me dit est-ce que ça te dirait de collaborer avec Madonna sur son prochain album? Bon, là, ça va assez vite pour répondre, c'est évidemment pas un problème. Ensuite, Madonna fonctionne d'une certaine manière un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire que elle fabrique ses albums, sa musique, avec une toute petite équipe qu'elle choisit, qui change d'album en album parce qu'elle veut pas se répéter, elle veut pas faire la même chose. Donc elle change toujours d'artiste.
Et en général, on est 2-3 producteurs. Et surtout, c'est un terme, voilà, c'est du présentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de musique, y compris pour les très grosses pop stars, se fabrique un peu aux quatre coins du monde. Il y a au Japon, t'as un mec qui fait les batteries, à LA, t'as un mec qui écrit les paroles, et puis au bout de la chaîne, t'as une artiste, même parmi les plus grosses du monde, qui débarque en studio, limite qui dit bon alors qu'est-ce que je chante aujourd'hui, elle découvre les paroles et le truc, elle chante, elle s'en va, et le truc se fabrique comme ça. Madonna, c'est un vrai album construit à la manière d'un groupe, et donc effectivement on a fait un premier Skype, elle et moi. Je me souviens très bien, j'étais à Charles de Gaulle parce que c'était une époque où je tournais énormément, et donc Charles de Gaulle et Orly, c'était mes deux, quasiment ma maison. Et donc on a fait un Skype, on s'est parlé. Elle était super cool, et elle me dit bon bah viens à Londres, passer 15 jours, on fait 2 morceaux, on voit comment ça se passe, on se décide. C'est ce qu'on a fait. On a fait un morceau qui est sur l'album, qui s'appelle Turn Up the Radio, qui a dû être 3e ou 4e single, qui était pas le meilleur, mais en revanche on a vraiment beaucoup, on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble. Moi j'ai réussi à comment dire, à la regarder un peu comme une femme et comme une artiste, et pas comme l'espèce d'énorme icône hyper impressionnante qu'elle est. Voilà, parce qu'en fait en privé elle est extrêmement simple, elle a beaucoup d'humour, elle est très c'est une déconneuse, elle est trop sympa quoi. C'est vraiment une personne très très attachante et très sympa. Et donc par la suite je suis parti 3-4 mois à New York pour faire l'album, et on était deux producteurs, il y avait William Orbit et moi. William avait un floor d'un studio, moi j'avais l'autre floor, et elle venait, et puis elle passait du temps avec l'un, avec l'autre, et puis on travaillait comme ça, et on a fait cet album. Et après, parce que quand est-ce qu'il a été distribué cet album? Je pense qu'il a dû sortir en 2012. Et depuis, tu as eu l'occasion de la revoir, vous vous êtes dit on va refaire quelque chose ensemble, ou c'est comme ça, on travaille quelques mois et puis on fait autre chose? Non, en fait, ça a été beaucoup plus long que ça, parce que comme j'étais DJ et que j'avais un profil sympa, en fait, elle m'a pris pour faire les premières parties de sa tournée MDNA qu'elle est avec. C'était sympa, il y avait une belle cohérence, et donc j'ai fait avec elle une 50aine de concerts. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait en gros la moitié à peu près. Wow. J'ai fait une 50aine de concerts. J'ai fait toute l'Europe, j'ai fait la moitié des US. Et j'ai fait 1 ou 2 dates en Amérique du Sud. Et donc là, après avoir connu la Madonna, je l'appelle Mado, ça la fait rire. La Madonna studio. Après, j'ai découvert la Madonna concert. Alors là, c'est une autre ambiance, parce qu'en fait, la Madonna studio, concrètement, on est 10 quoi. Tu vas travailler. La Madonna concert, je crois que juste sur scène, t'as 120 personnes. Et là, le crew complet de tour, c'est 280 personnes qui tournent. Et donc ça, c'était vraiment une super expérience de ma vie, parce que je me suis retrouvé dans une tournée de stars internationales de catégorie A, avec des stades, avec des arenas et tout ça. Est-ce que c'est indispensable dans ton secteur de faire justement des collaborations? Non, c'est pas du tout indispensable. C'était juste une envie. C'était une envie d'échanger et d'apprendre. Et c'est incroyable ce qu'on apprend avec d'autres artistes en collaborant. Moi, j'ai énormément. À chaque fois que je fais une séance de studio avec une personne inspirante comme Martina Dragonette, comme Jax Jones, quand on collabore, on apprend, on découvre des nouveaux mindsets, on découvre des nouvelles façons de faire, d'approcher la musique. Et j'adore. Comment ça se passe, ce processus de création? Alors c'est plutôt le matin pour moi. Je suis plutôt matin que soir. Je fais de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ouvre quelques pistes dans un logiciel de création de son. Je construis une sorte de petite base rudimentaire avec en général une grille d'accords, 4 accords en général. Une rythmique, un tempo, un truc que je peux faire en à peu près une demi-heure, ok, et qui te donne une sorte de, comme une boucle, tu vois, une boucle de musique, ok.
Ensuite, j'ouvre un micro. Ma valeur ajoutée créative, elle vient toujours de cette partie-là. J'ouvre un micro, je chante des mélodies qui me viennent dessus. Ça peut être toutes sortes de choses. Je peux aussi bien chanter des mélodies que je vais réutiliser derrière pour faire une chanson, que des mélodies que je vais utiliser pour faire une guitare, et je vais faire down 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 comme ça. Et une fois que j'ai trouvé des idées que je trouve pertinentes, si j'estime que ça vaut le coup, je fais une deuxième itération. Donc je transforme les idées que j'ai eues en vrais instruments, avec des guitares, avec des cuivres, avec des ça peut être aussi des instruments à cordes, ça peut être des violons, ça peut être des instruments purement électroniques, des boîtes à rythme, ça peut être des samples, ça peut être toutes sortes de choses, ok. Et de manière itérative comme ça, j'arrive à une démo de chanson. Et la dernière étape, c'est soit je l'assume et je la chante tout seul. C'est le cas, par exemple, dans The Night Out, Intoxicated, voilà. Soit je vais chercher une chanteuse ou un chanteur qui va me permettre d'aller au bout du processus créatif et donc de chanter ce que j'ai écrit. Et parfois, avec certaines chanteuses ou certains chanteurs, le processus final d'écriture de la chanson se fait à deux. Chacun y va de son petit riff ou de son petit gimmick pour compléter la chanson. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.